Ça fait donc désormais un mois que j'ai cet iPhone 15 Pro Max. J'ai donc pu le tester à fond et surtout en utilisation intensive et normale. Comme vous le savez maintenant, je préfère vous faire un retour sur des produits après une longue période afin d'être le plus objectif possible et surtout de pouvoir avoir un avis sur la durée. Alors commençons par les caractéristiques et le design de cet iPhone 15 Pro Max. Je l'ai pris ici en couleur titane naturel, qui pour moi est le plus beau coloris depuis le 13 Pro Max en vert qui était juste magnifique. Le titane donne pour ma part un aspect beaucoup plus premium avec son côté mat. Je le préfère largement car les traces de doigts sont moins visibles, mais attention, si vous avez comme moi la peau à tendance un peu grasse, ça peut marquer assez vite, il faut donc frotter très régulièrement. Personnellement, je l'ai protégé dès le premier jour, donc j'ai pas eu de griffes ou autre comme on a pu voir sur les réseaux sur les premiers jours. Je peux donc pas me prononcer sur ce point, mais pour le moment, RAS de mon côté. Son poids est de 221 grammes, soit environ 20 grammes de moins par rapport au 14 Pro Max, et je peux vous garantir que ça fait une différence énorme entre les deux au quotidien. Je pensais pas que ce serait vraiment si flagrant, mais en ayant les deux en main, la différence se fait vraiment sentir. Le design a légèrement changé par rapport au 14 Pro Max car les bords sont un peu plus arrondis et moins plats, ce qui permet une bonne prise en main si vous l'utilisez sans coque. Mais une fois avec une coque installée, on voit aucune différence. L'écran est un Super Retina XDR OLED avec une diagonale de 6,7 pouces avec une résolution de 2796 sur 1290 pixels à 460 pixels par pouce. L'écran est un écran ProMotion 120 Hz avec un taux de rafraîchissement adaptatif, ce qui signifie que l'écran peut adapter son taux de rafraîchissement en fonction de ce que l'on fait pour économiser la batterie. Par exemple, lorsqu'on va lire un article, le taux de rafraîchissement diminuera afin de préserver la batterie et inversement, si on joue à un jeu vidéo, le taux augmentera à 120 Hz afin de tirer le meilleur parti de l'écran. Ce taux de rafraîchissement adaptatif permet évidemment le mode Always On Display. L'écran a une luminosité maximale de 2000 nits en extérieur, ce qui est excellent et permet une excellente visibilité même au soleil. C'est un excellent point. Je trouve l'écran très bien calibré aussi et la restitution des couleurs me paraît assez fidèle. Toujours pour l'écran, les bordures ont été affinées et elles sont vraiment très fines, ce qui rend la navigation encore plus agréable. On a toujours bien sûr Dynamic Island qui a été pas mal décrié mais qui pour moi je trouve est toujours aussi pratique au quotidien, que ce soit pour changer ma musique ou accéder rapidement à une information lors d'un transfert AirDrop par exemple. En plus, Apple a ajouté des petites animations comme avec Shazam par exemple qui sont vraiment magnifiques. Bref, cet écran pour moi est l'un des meilleurs du marché. Nous avons la nouvelle puce A17 Pro qui est vraiment très puissante. Comme l'année passée, nous avons la détection des accidents ainsi que la possibilité d'activer un SOS d'urgence par satellite. Une des grandes nouveautés visibles est bien sûr l'apparition du port USB-C en USB 3, ce qui est excellent pour les transferts, mais j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Il était vraiment temps qu'Apple uniformise ce port de charge parce qu'on avait certains produits sous Lightning et d'autres sous USB-C, comme les iPads par exemple. Là, on commence à avoir une uniformité et c'est vraiment mieux. L'autre grande nouveauté est la disparition du bouton silencieux au profit du bouton Action. Bouton assez pratique au quotidien mais qui pour moi manque encore de fonctionnalité, mais j'y reviendrai également aussi plus tard. On a également deux haut-parleurs pour un son stéréo qui est plutôt bon je trouve. Le son ne sature pas et est assez bien restitué pour des si petits haut-parleurs. Nous avons bien évidemment la charge sans fil MagSafe qui est toujours malheureusement limitée à 15 watts, ce qui commence à faire vraiment très peu en 2023. Pour une charge complète en MagSafe, comptez environ 1h30, ce qui est lent et surtout, attention si votre chargeur n'est pas certifié MagSafe, la charge passe à 7,5 watts, ce qui est vraiment très lent. La charge filière est toujours aussi très lente avec une charge de 27 watts maximum, ce qui est toujours très lent. Il faut compter une bonne heure pour avoir une recharge complète. Comme je vous l'ai dit, cet iPhone est équipé de la dernière puce maison de chez Apple, la puce A17 Pro. Cette puce est vraiment puissante et permet de tout faire sur cet iPhone. Vous le savez, je ne suis pas du tout un gamer sur smartphone, même si Apple a parlé du ray tracing avec cette puce. Je ne l'ai pas essayé car je ne m'intéresse pas à cette partie sur mon smartphone. Je préfère être honnête avec vous plutôt que vous donner un avis biaisé. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'avec cette puce, tout tourne parfaitement. Je fais énormément de retouches photos et j'ai vraiment eu aucun problème ou ralentissement. Je pense avoir eu de la chance et ne pas avoir fait partie de ceux qui ont eu des problèmes de chauffe à la sortie de l'iPhone. Je pense que ça devait concerner certains lots, donc je ne peux pas me prononcer dessus. Mais moi personnellement, j'ai pas ressenti de chauffe excessif, même lorsque je retouchais des photos. Bien sûr, ça chauffait de temps en temps, mais c'était pas exagéré non plus. Cet iPhone pourra tenir dans le temps sans souci grâce à cette puce, surtout quand on sait qu'Apple met en général au minimum 5 ans ses appareils.
Alors l'USB-C, c'était quelque chose que j'attendais depuis longtemps et Apple l'a enfin fait. Bon, ils ont surtout été contraints par l'Union européenne, mais quelle bonne nouvelle d'avoir enfin l'USB-C sur son iPhone. Surtout qu'Apple, avec le temps, vendait ses iPhones et surtout la gamme Pro comme des outils professionnels pour la photo ou la vidéo. Mais on était bloqué sur du Lightning avec des taux de transfert ridiculement bas. Pas top donc pour un outil pro. Ici, enfin, nous avons droit à de l'USB 3, ce qui permet des taux de transfert pouvant aller jusqu'à 10 Go par seconde, ce qui est énorme. Mais comme toujours, Apple nous fait du Apple et le câble fourni dans la boîte n'est qu'un câble 2.0. Ce qui signifie qu'on ne pourra pas bénéficier de ces vitesses de transfert. Si on veut avoir ces taux de transfert, il faudra acheter un câble Thunderbolt 4 qui coûte au minimum 79 €. Merci Apple. Par contre, au-delà de ça, ce passage à l'USB-C permet beaucoup de choses, comme par exemple brancher son iPhone directement à un écran. Pratique par exemple pour regarder du contenu, mais attention, le câble USB-C fourni ne diffuse pas d'image ou de son. Cet USB-C malheureusement n'a pas apporté de charge plus rapide pour cet iPhone 15 Pro Max. Encore une fois, dommage de rester sur du 27 watts en 2023. Par contre, il permet de brancher plein d'accessoires comme des casques, comme mon Beat Studio Pro permettant le son lossless. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir mon test sur le Beat Studio Pro. Mais plus intéressant, il permet de brancher des SSD pour la photo et la vidéo. Et justement, venons-en à la partie photo et vidéo. Cette année, malheureusement, Apple a scindé sa gamme Pro en deux, car oui, le 15 Pro et le 15 Pro Max ne bénéficient pas des mêmes capteurs. Si vous souhaitez avoir toutes les dernières nouveautés, il faudra se diriger vers le 15 Pro Max. Pour la photo, je le trouve vraiment bon. Il y a une assez bonne cohérence entre les différentes optiques. Le rendu des couleurs est très bon, je trouve, pas trop saturé et assez fidèle à la réalité. On a bien sûr la possibilité de capturer nos photos en RAW max, ce qui va donner une latitude et marge en post-production pour ceux qui veulent retoucher leurs photos. Cette année, on a la possibilité de jouer avec les longueurs focales de l'objectif principal. On pourra passer du 24, 28 ou au 35 mm. Je vous avoue que lorsque ça avait été annoncé, j'étais plutôt content de voir ça. Autant pour l'avoir depuis un mois, j'ai dû l'essayer peut-être 3 fois. La différence est assez minime entre ces focales pour voir la différence justement. Ça a le mérite d'être là et la focale 35 mm peut être intéressante pour du portrait. Mais honnêtement, je l'utilise vraiment pas. Le mode portrait est aussi très bon. Le détourage est plutôt bon dans l'ensemble, sauf dans certains cas comme par exemple avec des animaux avec des longs poils. Mais je trouve que ça rend assez bien. Et fonctionnalité ajoutée par Apple plutôt intéressante, elle fait de ne pas avoir à switcher de mode lorsque l'on prend une photo d'une personne. Grâce à l'IA, ça détectera automatiquement si une personne est dans le cadre et nous pourrons donc modifier directement lors de la prise de photo l'ouverture focale ou en allant modifier la photo par après. L'ultra grand angle est bon également et permet d'avoir des photos larges lorsque l'on a peu de recul par exemple. Ça permet aussi une certaine créativité pour certains clichés. Le zoom x2 était déjà présent et est très bon, surtout pour le mode portrait. Je le trouve vraiment très efficace. Mais pour moi, le téléobjectif x5 est vraiment la grosse nouveauté de cet iPhone. Ce téléobjectif, je le trouve vraiment excellent et permet d'avoir plein de nouvelles possibilités et surtout de perspectives. En photo, il permet de beaux portraits ou alors des plans beaucoup plus serrés sur des éléments d'architecture par exemple. Mais c'est surtout en vidéo que je le trouve intéressant. Il est intéressant parce qu'il permet d'avoir des largeurs focales différentes, ce qui est primordial en vidéo. Pouvoir passer de plans serrés à plans larges va permettre d'illustrer plus facilement nos propos. Prenons l'exemple d'un film. Lorsque l'on veut mettre l'attention sur une émotion, on va généralement être sur un plan plus serré du personnage. Ce que ce téléobjectif va permettre, car ici on a un équivalent 120 mm, ce qui est juste énorme. Ce zoom va également permettre d'avoir un bokeh beaucoup plus prononcé et donc forcément de donner un rendu bien plus cinématique et agréable à l'œil. Car cette année, avec cet iPhone 15 Pro Max, je pense qu'il est vraiment possible de sortir du contenu professionnel avec les différentes focales, mais aussi et surtout avec l'arrivée du ProRes Log en natif. Le ProRes Log, c'est un peu comme le RAW en photo. On va avoir une image flat, donc plate, et paraissant très désaturée, mais grâce à ça, on va pouvoir avoir une grande marge et latitude en post-production. Ce mode montre à quel point Apple veut viser les professionnels de l'image, car grâce à l'arrivée de l'USB-C, il est possible d'enregistrer directement sur un SSD externe en ProRes Log jusqu'en 4K 60 images par seconde. C'est énorme. Après, évidemment, ça prend énormément de place, mais c'est une excellente nouvelle, car on n'est plus bridé par l'espace de nos iPhones. Et puis, c'est très pratique, car une fois shooté, il suffit de brancher son SSD sur son PC et de monter directement. Alors, sans SSD externe, ce sera en 4K 30 images par seconde, ce qui est déjà vraiment pas mal. D'ailleurs, personne n'en parle, mais pour montrer à quel point Apple veut viser les professionnels de l'image, ils ont introduit également la norme A16, qui grossièrement est un standard qui permet d'uniformiser les différents espaces colorimétriques. Et tout ça couplé à la stabilisation qui est excellente, surtout en mode action, cet iPhone permet vraiment cette année de faire beaucoup de choses sans être trop limité. Attention toujours, le mode action nécessite d'avoir beaucoup de lumière et il passe en 2,8K au lieu de la 4K. Le seul point noir est toujours le manque de possibilités de réglage dans l'application native de l'appareil photo.
Ça reste très sommaire pour du pro. Heureusement, l'application Blackmagic Cam permet de remédier à ça et en plus elle est gratuite et permet de gérer tous les paramètres possibles comme sur une vraie caméra. Autre nouveauté cette année, c'est le bouton Action. Ce bouton qui vient de l'Apple Watch Ultra est une assez bonne idée, mais qui est assez mal exploité, je trouve. Je m'explique, ce bouton permet de choisir différentes choses, comme lancer un mode de concentration, passer en mode silencieux, lancer sa lampe torche, ou encore lancer un raccourci. Mais c'est tout. Et je pense qu'Apple aurait pu permettre d'avoir un double appui, voire un triple appui pour aller plus loin que ça. Je l'avais expliqué lors de mon test de l'Apple Watch Ultra, il pourrait être intéressant par exemple avec un appui de lancer mon mode de concentration travail, 2 appuis, mon mode de concentration repos, etc., etc. Là, malheureusement, on est un peu bloqué sur un appui et donc on ne peut pas tirer pleinement profit de cette nouveauté. Autre point, quand je l'ai dans ma poche, il m'est souvent arrivé pour augmenter le volume de tomber sur ce bouton en premier et donc de devoir appuyer dessus. C'est un détail, mais je tiens quand même à le signaler. Et aussi, j'ai tellement été habitué à ne pas toucher à ce bouton avec le bouton silencieux que j'ai pas encore l'habitude de l'utiliser au final. Il m'arrive encore d'aller dans mon centre de contrôle pour activer mon mode de concentration. Je pense que c'est une habitude qui viendra sûrement avec le temps. Alors qu'en est-il de l'autonomie dans tout ça? Pour moi, c'est le point faible de cet iPhone. Je la trouve vraiment pas très bonne. Je tiens une journée au maximum, mais c'est pas comparable avec mon iPhone 14 Pro Max qui tenait quasiment 2 jours en charge complète. Après, attention, je fais attention à mes cycles de recharge en ne descendant jamais sous les 20% et en ne dépassant quasiment jamais les 80%. Avec la même utilisation sur mon 14 Pro Max, je pouvais tenir bien plus qu'avec mon 15 Pro Max. Ici, je donne généralement un petit coup de boost vers 18 h. Je trouve l'autonomie donc vraiment moins bonne cette année malgré les mises à jour faites. Sur une charge complète, ce sera une journée au plus grand maximum. C'est assez dommage, surtout qu'on n'a pas une charge super rapide sur nos iPhones. Alors pour conclure, que penser de cet iPhone 15 Pro Max? Personnellement, je pense que c'est une réussite, même si en termes de design, il ne change pas grandement. Apple a apporté cette année des nouveautés qui, pour ma part, sont plus qu'intéressantes, surtout en vidéo et en photo. Le mode ProRes Log, pour ma part, devient indispensable tant il permet de pouvoir avoir une grande latitude en post-production. Le téléobjectif x5 change vraiment la donne et permet enfin d'avoir beaucoup plus de possibilités lors de nos prises de vue. L'USB-C est vraiment le bienvenu, surtout avec les débits de transfert qu'il permet au vu du poids des fichiers vidéo que l'on peut filmer. Les performances sont toujours au rendez-vous et surtout avec la puce A17 Pro, vous êtes sûr de partir pour minimum 5 ans et on le sait, Apple met généralement à jour ses iPhones bien plus longtemps que ça. Par contre, pour moi, l'autonomie, c'est vraiment le point noir sur cet iPhone. Je la trouve vraiment pas très bonne, on tiendra une journée au maximum, mais je trouve ça dommage qu'elle soit moins bonne que sur celui de l'année passée. Le bouton Action est bien, mais ne change pas non plus radicalement ma façon d'utiliser mon iPhone. À voir bien sûr avec le temps si je prendrai l'habitude de l'utiliser. Le prix est également toujours très élevé, même s'il reste sur le prix de l'année passée, à savoir 1 479 €, prix que je trouvais déjà très élevé pour le 14 Pro Max. Alors oui, Apple cette année nous a fait un petit cadeau entre guillemets, il a doublé la mémoire de base avec 256 Go au lieu de 128 l'année passée. Personnellement, si vous avez un iPhone 14 Pro Max et que vous n'êtes pas un pro de l'image, que vous n'utilisez pas le ProRes Log, en tout cas s'il n'a pas d'intérêt pour vous, et que le téléobjectif x5 ne vous intéresse pas plus que ça, je pense que ça va être pas la peine de changer. L'USB-C et le bouton Action sont les bienvenus, mais personnellement, ça ne mérite pas un changement d'iPhone pour autant. Par contre, si vous voulez utiliser votre iPhone de manière plus professionnelle et que vous voulez créer du contenu de manière pro avec votre iPhone, il peut être le bon choix. Surtout si vous avez un iPhone 13 Pro ou moins. Personnellement, j'en suis très content et je ne regrette pas du tout mon passage du 14 Pro Max au 15 Pro Max. Voilà, c'était mon test qui était assez long sur cet iPhone 15 Pro Max après un mois d'utilisation. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.